Je suis heureux d'animer encore cette session pour vous. Donc, on va commencer, on va commencer le cours. Donc, donc, les gens ils vont arriver au fur et à mesure, mais on va commencer, nous, avec ceux qui sont là. Donc, je ne sais pas si vous arrivez sur Zoom. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, ça OK. va. Merci beaucoup. Bien. Écoute, comme on a vu la dernière fois, la psychologie sociale, la psychologie sociale est une discipline de la psychologie qui est quand même très prisée. De plus en plus, il y a beaucoup plus de demandes à travers le monde. Donc, on avait vu que la psychologie sociale implique quand même de certains questionnements. Donc, on peut se poser la question par rapport à la définition même de la psychologie sociale et en quoi constitue-t-elle une science? Donc, aussi, quelles sont les délimitations épistémiques de la psychologie sociale? Puis, on peut poser beaucoup de questions. Donc, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à la psychologie sociale, mais le plus important à retenir, c'est que la psychologie sociale est une discipline scientifique qui a quand même pris depuis l'après-guerre son envol, qui est devenue une discipline importante, charnière de la psychologie, donc qui se situe entre la psychologie et la sociologie. Donc, on avait vu lors de notre dernier cours que euh, pour qu'on parle, pour qu'on puisse parler d'une science, pour qu'on parle d'une science, il faut que ces trois conditions se réunissent. Et on s'est posé la question, est-ce que la psychologie sociale répond, Francky, je suis au PowerPoint 5, est-ce que la psychologie sociale répond à, à ces prérogatives? Est-ce que la psychologie sociale remplit ces conditions pour être considérée comme une science à part entière? Euh, donc, en ce sens, euh, on, cela nous a amené à- à comprendre la psychologie sociale. On s'est dit que la psychologie sociale s'affirme dès son apparition comme une discipline scientifique qui élabore des théories explicatives sur le comportement social ou sur le comportement de l'homme en société, de l'homme dans ses relations avec l'autre. Ça, c'est le plus important. C'est la psychologie sociale, c'est élaboré comme en tant que cette discipline qui s'intéresse à, au rapport que l'individu développe avec les autres individus, mais aussi le rapport que l'individu développe avec des petits groupes, des grands groupes. On verra de plus en plus, au fur et à mesure, on prendra de plus en plus d'exemples. Donc, mais c'est important de le mentionner d'entrée de jeu, l'importance de comprendre la dynamique qui se cache derrière la psychologie sociale en tant que discipline qui s'intéresse aux interactions sociales, au rapport avec l'autre. Donc, si Francky me reçoit bien, en fait, je lui prie en fait, de suivre avec sur Google Meet, c'est ça? On est au PowerPoint 6, il faut bouger le PowerPoint, Francky, si tu es capable. Bien. On avait vu que la psychologie sociale, dans son objectif, dans son but, et c'est une discipline qui vise à comprendre et à expliquer la manière dont les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence d'autrui, soit de façon
explicite, soit de façon imaginaire, soit de façon réelle. Et au fur et à mesure, nous allons voir comment cela se passe. Comment cela se passe. Il est important, avant toute chose, avant même de situer la psychologie sociale comme discipline scientifique, il est important de situer, je pense, à mon humble avis, d'abord la psychologie comme discipline. Vu que la psychologie sociale est la fille chérie de la psychologie, si la psychologie en soi, on n'arrive pas à construire un discours scientifique sur la psychologie en soi, il serait doublement difficile de considérer la psychologie sociale comme une discipline scientifique à part entière. Mais en fait, moi je le dis tout le temps, si la psychologie sociale, on ne peut pas la considérer comme une discipline scientifique, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, et pour comprendre sa portée en tant que discipline scientifique, discipline qui réunit toutes les conditions pour être considérée comme une discipline scientifique, il est important de se rendre compte que, ou du moins, il faut remonter un peu à travers le temps. À travers le temps pour d'abord euh, parler de la psychologie. Bon, la psychologie, cette discipline qu'on aime tous et toutes ici présents, vu qu'on fait un baccalauréat en psychologie, c'est notre discipline chérie. Donc, la psychologie est définie comme la science qui étudie le comportement et les processus mentaux supérieurs. Ça, c'est la définition de Ratus Spencer. Donc, c'est cette science qui étudie le comportement et les processus mentaux supérieurs. Dans cette définition même, il y a deux points importants à retenir. Ces deux points importants, c'est d'abord les processus mentaux supérieurs d'un côté et de l'autre, les comportements. Parce que quand on parle de processus mentaux supérieurs, de quoi veut-on parler? On veut parler, je veux dire, d'un paradigme. C'est tout un paradigme qui entre en jeu quand on parle des processus mentaux supérieurs. C'est surtout le paradigme, on va dire, on peut le dire si on veut, en fait, pro-psychanalytique. C'est ce paradigme pro-psychanalytique qui pense, qui conçoit, qui postule que tout ce qui est important chez l'être humain, l'individu, se passe à l'intérieur, c'est-à-dire à travers l'introspection, à travers la pensée, la mémoire, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas voir. Tandis que les behavioristes, les comportementalistes, en tout cas, et ce qui va prendre naissance à contre-courant même de l'école psychanalytique ou de la pensée psychanalytique, pardon, en fait, se voit plutôt dans l'obligation de définir la psychologie comme une discipline qui plutôt s'intéresse à ce qu'on peut voir et observer. C'est-à-dire, en ce sens, on peut considérer la définition de Ratis Spencer comme étant, pourquoi pas, la plus complète. C'est-à-dire, c'est une discipline qui s'intéresse à la fois à ce qu'on peut voir, observer, ça fait tout ce qu'on peut voir, nos yeux, nos sens peuvent percevoir, et nos sens peuvent percevoir la façon de parler, on peut entendre comment ça se parle, comment la démarche, comment on se comporte, c'est-à-dire ce qui est observable chez l'individu dans l'interaction sociale. Mais aussi, on ne peut pas non plus, je dirais, rejeter ce qui n'est pas observable non plus chez l'individu, c'est-à-dire les conflits intrapsychiques. Donc, la pensée, la mémoire, l'intelligence, autant de choses qu'on ne peut pas voir, mais qui sont aussi importantes quand on veut avoir un point de vue, une perspective large euh, de l'individu, de comprendre l'individu dans sa globalité,
dans sa dimension totale globale. Donc, maintenant, ça nous renvoie quand même au fondement même de la psychologie en tant que discipline scientifique. Parce que en fait, la psychologie, en fait, dans la Grèce antique, c'était, la philosophie était la mère de toute science. Et parmi ses filles chéries, il y avait la psychologie, il y avait la géométrie, il y avait les mathématiques, il y avait euh, l'analyse combinatoire, il y avait la sociologie, il y avait les sciences politiques. Donc, écoute, pas besoin de vous rappeler que quand même, en fait, quand Platon écrivait La République, par exemple, c'est le fondement de la science politique. Donc, écoute, quand Aristote écrit Péripsyché, par exemple, c'est des œuvres, on va dire, qui fondent la psychologie, quelque part, mais on va dire, à l'époque, en fait, au moment de créer ces œuvres, les individus, en tout cas ces personnages-là, ils n'avaient pas en tête qu'ils sont en train de fonder une science. D'ailleurs, c'est pas du tout ça, parce que c'est la philosophie, ils faisaient de la philosophie. C'est-à-dire, quand on faisait de la psychologie, en fait, dans la période socratique, même post-socratique, là, donc avant la période moderne, on était dans la philosophie pareil. Donc maintenant, la philosophie va se détacher de la psychologie et et pour se détacher, ce détachement, on va pouvoir l'expliquer même à travers ce qu'on appelle la démarche menée par la discipline pour trouver sa scientificité. Et on va dire l'une des démarches euh, premières de la psychologie, c'était le fondement ou la fondation ou la création, si vous voulez, du premier laboratoire euh, expérimental de psychologie qui a été créé par Wilhelm Wundt à Leipzig en 1879. La création de ce laboratoire va inaugurer à la fois la psychologie comme discipline scientifique, mais aussi, ça va ouvrir la voie à plein d'autres choses, telles que le détachement définitif de la psychologie de la philosophie. La psychologie s'est détachée de la philosophie, mais aussi l'institutionnalisation de, de la psychologie en tant que science, en tant que discipline qu'on peut étudier à l'école. Mais aussi, il y a une autre dimension, c'est l'importance que la psychologie va accorder à ce qu'on appelle la recherche. La psychologie, c'est l'une des disciplines qui accorde beaucoup d'importance à la recherche. C'est-à-dire, si vous dites que vous faites de la psychologie et vous n'aimez pas la recherche, vous n'êtes pas à la bonne enseigne, vous n'êtes pas à la bonne place. Parce que la psychologie, c'est cette discipline. Sa fondation est marquée par la création d'un laboratoire scientifique. Il n'y a pas beaucoup de sciences, il n'y a pas beaucoup de domaines, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui ont cette chance, c'est-à-dire dans leur fondation même, leur fondation, et en fait, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui ont été inaugurées par la création du laboratoire. Donc, la création de ce laboratoire va donner un élan extraordinaire à cette discipline qui est la psychologie, mais en même temps, va donner un élan à la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la psychologie expérimentale, etc., etc. Donc, d'où il est important en tant que psychologue en herbe, en tant que psychologue, de s'interroger sur cette période marquante de la psychologie qui fait de cette discipline une discipline scientifique à part entière, c'est-à-dire il n'y a rien à démontrer aujourd'hui pour dire, écoute, c'est ce que la psychologie est scientifique, est pas. Non, non, mais écoute, c'est déjà réglé,
c'est réglé. La psychologie est une discipline scientifique et c'est l'une des disciplines, on va le dire, genre euh, très scientifique dans le sens euh, naturaliste du terme. Donc, euh, c'est une discipline qui se rapproche vraiment très proche de la méthode expérimentale, d'accord, qui est chère d'ailleurs à ce qu'on appelle la science dure. Mais la psychologie, on peut en fait, la placer, la catégoriser en tant que science humaine et dans d'autres contextes, dans d'autres cultures, la psychologie, on on la catégorise plutôt comme une science sociale. Une science sociale. Mais dans les deux cas, ça reste une science qui a un objet, qui a des objets d'étude, qui a des théories et qui a des méthodes propres. C'est aussi une science qui est tellement à l'aise par rapport à son ampleur, à sa place dans le monde aujourd'hui, qui peut se permettre de faire des allers-retours ou qui peut se permettre de communiquer avec d'autres sciences. La psychologie en fait, communique avec la sociologie, est en communication avec la communication, la psychologie est en rapport avec les sciences politiques. La psychologie, écoute, il y a beaucoup de domaines de nos jours. Pour comprendre ces domaines, quand on est dans ces domaines, il faut un peu sortir de ces domaines et pour aller emprunter une explication à la psychologie, pour aller demander à la psychologie qu'est-ce qu'on peut comprendre là. Je prends un exemple, les sciences politiques. Il n'y a pas lieu de comprendre les sciences politiques, la démarche en politique, sans l'apport de la psychologie, que ce soit la psychologie sociale, la psychologie politique. Donc, c'est autant de domaines qui nous permettent de comprendre. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, par exemple, en Haïti, sans la psychologie. Donc, vous allez donner des explications qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucun bon sens. Mais si vous voulez comprendre vraiment la psychologie, écoute, est une discipline importante qui pourrait qui pourrait vous expliquer l'influence sociale, pourquoi tel homme politique a plus d'influence, qu'est-ce qui explique l'aura, pourquoi tous les gangs armés veulent parler, ils ont des comptes TikTok, ils veulent être à la mode. Normalement, moi, écoute, moi, je suis de cette génération quand on était plus jeune, il y avait quelque chose en Haïti qui s'appelait anti-gang. Anti-gang, c'était, on va dire, euh, euh, un organisme d'État qui s'occupait de mener des enquêtes pour démasquer, débusquer, écoute, des gangs armés ou des petits gangs non armés, là, mais en tout cas écoute, qui tuaient dans l'œuf toute tentative de constituer, d'organiser des bandes, des groupes criminels, des gangs armés, etc. Mais aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire des enquêtes. Tout le monde se clame gang armé et puis, écoute, ils sont contents, ils sont fiers de parler dans les stations de radio. Mais aussi sur TikTok, ils ont des comptes TikTok, Facebook, etc. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qui explique ça? La psychologie va vous l'expliquer, va vous l'expliquer. Ce besoin d'affirmation, d'accord? Donc, quand on prend la pyramide de Maslow, ça pourrait aussi nous permettre de comprendre, parce que quand on gravit les échelles, les échelons, on monte en haut, il y a ce besoin, d'accord, de reconnaissance qui est important. Donc, bref, juste pour vous dire, euh, la psychologie est importante comme discipline et il faut être fier, on est fier d'étudier la psychologie. C'est une très belle discipline. Bon, maintenant, revenons à nos monts et montants. Écoute, donc, 1879 est une date importante, donc, parce que, on va le répéter, ça marque le détachement la philosophie, de la psychologie de la philosophie. La philosophie se détache de la psychologie. Il y a l'institutionnalisation de la psychologie comme discipline scientifique.
Mais aussi, la psychologie est née comme une science expérimentale. Une science qui a ses normes, qui a ses théories, et sa méthode, etc. Maintenant, quel est le rôle d'un psychologue social? Cette question m'est souvent posée. On me la pose tout le temps. C'est quoi le rôle d'un psychologue social? À quoi sert un psychologue social? Bon, le psychologue social a pour rôle d'évaluer l'environnement social surtout, dans lequel il évolue, mais aussi en fait, il a pour rôle, pour fonction, de mener des études, des enquêtes de comportement, des enquêtes sur les comportements des gens, de mener des recherches appliquées, surtout des recherches appliquées, c'est important, mais aussi des recherches fondamentales. Donc, auprès des gens, des individus, des associations. Et vous pouvez me poser la question, mais pourquoi la psychologie sociale fait, doit le psychologue social ou la psychologue sociale doit prioriser la recherche. D'ailleurs, quand on se pose la question à quoi s'intéresse la psychologie sociale, on s'est entendu, cela s'intéresse à l'étude des interactions sociales, le rapport de l'individu à l'autre, mais aussi comment l'autre peut l'influencer, comment il peut ou elle peut influencer l'autre aussi. Donc l'influence sociale. Et dans cette démarche d'étudier, en fait, pour comprendre l'influence sociale, il n'y a pas de route, il n'y a pas quatre chemins. C'est à travers les recherches, c'est à travers la formulation d'hypothèses, c'est à travers des grilles d'observation, des grilles d'entretien, des focus group, en tout cas, toutes sortes d'outils qu'on pourrait, dans l'entretien compréhensif, par exemple, qu'on pourrait l'entretien semi-dirigé, l'entretien non dirigé. Donc, en tout cas, autant d'outils qu'on peut mobiliser qui pourraient nous aider à comprendre, à expliquer et à, et à étudier l'évolution ou la progression qu'il y a dans les rapports sociaux également. Donc, d'étude, euh, l'objet d'étude en psychologie sociale, il s'agit d'étudier le comportement de l'individu. Donc, qu'il soit comme un élément de la société, c'est-à-dire l'individu comme un acteur social, l'individu comme agent ou, ou membre d'une organisation ou d'une organisation, euh, une bonne organisation, une mauvaise organisation, c'est une organisation, on va dire, pacifique ou une organisation criminelle. En fait, la psychologie sociale étudie cela, étudie cet aspect-là, étudie cette démarche. Par exemple, je peux prendre euh, euh, à titre, euh, à titre illustratif, moi, quand j'ai voulu comprendre ce qui se passe à Port-au-Prince, par rapport aux gangs armés, donc j'ai mené des enquêtes. J'ai étudié, j'ai mené des enquêtes. En fait, j'ai eu des étudiants aussi avec moi qui ont mené ces enquêtes-là. Donc, pour chercher à comprendre, j'ai publié un article. En fait, j'ai écrit un livre. J'ai publié d'autres articles. Écoute, mais là même, je viens de finaliser un article pour comprendre comment euh, la, la sécurité communautaire est sapée par la présence des gangs armés et comment les liens sociaux sont affaiblis dans les communautés. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, un gang armé ne peut pas s'installer dans une communauté si les liens sociaux sont forts. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, j'ai pris l'exemple des gangs armés, je pourrais prendre d'autres exemples. Donc, c'est parce qu'il y a
il y a un problème au niveau des relations humaines, il y a un problème au niveau des interactions sociales, il y a un problème au niveau des liens sociaux en Haïti. Quelque part, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand on dit ça ne marche pas, en fait, il faut aller étudier le leadership, par exemple, la question de la police. Qui peut être, qui peut devenir chef de police en Haïti? C'est généralement un pantin. C'est quelqu'un qui est parachuté parce que, écoute, il a une acquaintance dans, comment, c'est, soit l'ambassade américaine, soit le corps groupe. En tout cas, c'est toujours, c'est pas quelqu'un parce qu'il a un parcours. Donc, quand quelqu'un est passé comme ça, c'est quand c'est comme ça pour devenir à la tête d'une institution. Alors, qui s'occupe de la sécurité? Donc, ça pose un problème. Ça pose un problème, effectivement, de ce qu'on appelle la confiance. Donc, la population n'a pas de confiance en cette institution. Parce que cette institution, on ne la voit pas comme une institution, c'est-à-dire qui est gérée par l'État, par Haïti. Tu vois? Donc, l'institution ne défend pas les intérêts d'Haïti. On peut le voir, par exemple. Quand il y a une manifestation, par exemple, pour demander d'arrêter l'insécurité, fait que euh, en fait, qu'il y ait en tout cas un effort de consolidation de la police, en tout cas pour quand on a des activités populaires, en fait, la police n'est pas là pour sécuriser les gens, pour demander des comptes, par exemple. La police est là, par exemple, pour protéger et servir les intérêts des plus forts. Et mais la psychologie sociale pourra expliquer pourquoi c'est comme ça en Haïti, pourquoi c'est pas comme ça dans d'autres pays, par exemple. En tout cas, pourquoi c'est- c'est- pourquoi le chef de la police à Québec, en fait, il est devenu chef de la police parce que c'est quelqu'un qui a un parcours, par exemple. Mais chez nous, c'est pas forcément quelqu'un qui a un parcours, et puis c'est parce écoute, il a gravi les échelons non, 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 non. Donc, c'est autant de choses. Même le rapport Nord-Sud aussi, pourquoi, en fait, il faut l'aval d'une ambassade, par exemple, pour être chef de la police, par exemple. Donc, mais ça montre aussi le rapport déséquilibré Nord-Sud aussi, et comment aussi ces rapports fragilisent les liens sociaux, mais ça fragilise aussi la confiance des citoyens. Les citoyens n'ont pas confiance dans l'armée, ils n'ont pas confiance dans la police, ils n'ont pas confiance dans les ambassades. Comment ils n'ont jamais cru dans ces institutions-là? Parce qu'ils croient que ces institutions, ce sont des institutions qui sont là pour affaiblir, pour disparaître, pour faire disparaître le Haïti. Donc, c'est-à-dire, l'imaginaire, la psychologie sociale étudie aussi l'imaginaire, pourquoi cet imaginaire est constitué de la sorte. Donc, bref, juste pour vous dire que l'objet de la psychologie sociale, c'est d'étudier le comportement des individus en interaction sociale. C'est comment les individus, entre eux, dans le rapport, euh, dans les rapports qu'ils développent entre eux, les rapports qu'ils développent, que ce soit on va dire, que ce soit sur le plan vertical ou horizontal. C'est-à-dire, euh, là, quand je dis vertical, je vois surtout les rapports de pouvoir, par exemple. Et les rapports de pouvoir, le discours aussi. Comment cela a une place importante dans, 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 dans l'imaginaire, mais aussi comment les gens ils construisent leur discours, leur propre discours. Donc, comment les réseaux sociaux aujourd'hui participent à déstructurer ce qu'on appelle les rapports humains. Les rapports humains sont un peu déstructurés de plus en plus, mais la psychologie sociale nous permet de comprendre ça, c'est ça. Mais comment aussi cela facilite aussi les flux de communication, on est bombardé par la publicité. Et si vous montez sur Internet, par exemple sur Facebook, pendant juste 5 minutes, je prends Facebook, mais je pourrais prendre TikTok, par exemple, juste 5 minutes ou 10 minutes, par exemple,
sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, ou sur Snapchat, bref, sur n'importe quel réseau social, vous verrez qu'il y a des tonnes d'informations qui, à la seconde, c'est-à-dire les gens sont aujourd'hui producteurs de contenu. Avant, les contenus ont été produits, générés, administrés, censurés. D'accord? C'est-à-dire, on pouvait contenir des informations, par exemple. C'est-à-dire, si, je dis ça comme ça, si on retourne un peu dans les années 90 en Haïti, par exemple, euh, si Radio Kiskeya ne donnait pas une information, par exemple, ou Radio Igbo, Galaxy, vous voyez, donc Radio Caraïbe en fait, n'était pas très, très genre, populaire comme ça, mais un petit peu plus timide. Radio Caraïbe existait, mais plus timide. Bon, donc Guinée, donc, mais Kiskeya était, écoute, la Voix de l'Amérique aussi, dans les années 90, quand la Voix de l'Amérique donnait des nouvelles, mettons quand Aristide était en exil, par exemple, la Voix de l'Amérique donnait des nouvelles, écoute, on faisait confiance à ces médias, par exemple. Donc, et ce qui a été dit, ce qui est dit avait, je dirais, une consistance, un poids dans, dans, dans le discours des gens, dans leur mentalité, dans leur façon de voir, de comprendre la vérité. Donc, c'est-à-dire la presse pouvait exercer une grosse pression. Ce n'est pas que la presse aujourd'hui ne peut pas exercer cette même pression, mais il y a ce qu'on appelle les médias, les nouveaux médias. Parce que les médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télé, TNH, Télémax, la télé éclair, à l'époque, là, je parlais, en fait, à l'époque, toutes ces télévisions-là, écoute, donner des informations, euh, mais on faisait beaucoup plus de confiance à ce qui était dit à la radio. C'est drôle ce que je vous dis, mais c'est vrai. On croyait beaucoup à ce. Et à la radio, on était habitué à des voix. Par exemple, on savait, genre, euh, il y a l'émission La Manne du matin qui commence. Après 8 heures, 6 heures, pardon, 6 heures, par exemple, il y a eu un journal du matin, 4 heures avec de Guinée, etc. En tout cas, il y a des séries de journaux comme ça qui, la redondance de l'information, à 4 heures pile dans APM, là, je parle, Liliane, écoute, paix à son âme, donc, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire l'information, donc notre esprit est fabriqué par toutes sortes d'informations, et ces informations, ces gens-là, écoute, ils ont un pouvoir d'influence sociale. Ils ont un pouvoir d'influence sociale, et en fait, peut-être que je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder ça avec vous dans le cadre de ce cours, parce qu'on a tellement de choses à voir quand on parle de psychologie sociale, il faut vraiment faire un tri, mais on pourrait aussi avoir un chapitre sur les masses médias et la manipulation, donc, comme chapitre clé de la psychologie sociale. Mais je ne suis pas sûr que je verrai ça avec vous, mais juste pour vous dire que euh, la psychologie sociale, c'est un domaine vraiment, 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 vraiment très, très intéressant. Donc, maintenant, le plus souvent, on se demande euh, qui est l'initiateur ou qui est le, le père de la psychologie sociale ou la mère de la psychologie sociale. Bon, moi, je n'aime pas trop là, parler de paternité, sincèrement, dans n'importe quel type de domaine. Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise pour plusieurs raisons, parce que parfois on attribue la paternité euh, parce- à partir des critères qui ne sont pas, je dirais, universels. C'est des critères, en fait, ce qui désigne, mais ça peut être, parfois c'est parce que aussi les, un tel en fait, est américain, est français ou est canadien, on décide de l'attribuer la paternité. Donc, dans les sciences humaines, euh, dans les sciences dures aussi, dans les sciences naturelles, euh, on a tendance à attribuer toute la paternité aux Occidentaux. Aux Occidentaux, mais entre nous, on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés un peu partout à travers le monde sur la psychologie sociale, etc., etc. Bon, c'est regrettable que dans le cadre de ce cours,
je m'excuse d'avance, qu'on va se focaliser sur les travaux qui ont été réalisés euh, aux États-Unis, en France, au Canada un peu moins, mais quand même, ouais, mais juste pour vous dire que c'est pas parce que il y a aussi une psychologie sociale qui s'est développée en Afrique, d'accord, en Orient, d'accord, en Chine, notamment la Russie. La Russie est très, très avancée en termes de psychologie. Donc, juste pour vous dire que c'est pas parce que je ne sais pas que ces pays-là, ou les autres pays n'ont pas quand même je dirais, contribuer à l'avancement de cette discipline. Ces pays ont contribué et très contribué, pourquoi pas, à l'avancement, mais on va se focaliser peut-être que dans l'avenir, peut-être qu'on pourrait avoir un cours de psychologie comparée. Donc, on a besoin peut-être de prendre une certaine distance par rapport à ce qu'on parce qu'on nous dit, à ce qu'on apprend, à ce qu'on a appris, et puis pour découvrir d'autres horizons, d'autres discours sur la psychologie sociale. Mais en gros, en Occident, on attribue la paternité de la psychologie sociale à Kurt Lewin. Kurt Lewin qui est né en 1890 et puis qui est mort en 1947. Donc, on attribue la paternité de la psychologie sociale, et, mais convenu que Kurt Lewin est c'est discutable. C'est discutable de le considérer comme le père, mais je vais vous avancer pourquoi, mais je vais vous dire pourquoi on pourrait aussi le considérer comme le père de la psychologie sociale. Donc, bon, pour Kurt Lewin, la psychologie sociale est une discipline dont l'objet est l'étude scientifique de la façon dont la présence d'autrui, qu'elle soit réelle, imaginaire, influence les états psychologiques et les conduites des individus. Donc, Kurt Lewin, on peut d'abord, on ne peut pas le considérer. Bon, je commence avec les arguments négatifs. Pour ceux qui ne le considèrent pas comme le père de la psychologie sociale, la première raison que ces gens, ces personnes ont avancé, ils, ils ont dit, mais et la psychologie sociale est née, Kurt Lewin avait juste 7 ans. Par exemple, en 1897, l'une des premières expériences de psychologie sociale, en fait, je crois qu'on l'avait vu la dernière fois, a été menée par Triplet. Donc, on ne peut pas, genre, ignorer cet apport et puis on fait comme si de rien n'était et puis on laisse passer ça comme ça. Donc, bon, ces gens-là disaient que cette expérience qui a été menée a sa place, a son importance. Et si ce n'était pas cette expérience, on n'aurait pas aujourd'hui le concept de facilitation sociale qu'on avait vu. J'espère que vous vous rappelez, lors du dernier cours, on avait vu ça ensemble. Donc, la psychologue, en fait, Triplet, en fait, il était un psychologue, d'accord? En tout cas, il s'intéressait beaucoup à la psychologie. Et puis, il était aussi passionné de la course à vélo. Et il avait vu, en fait, en tout cas, il observait que quand les cyclistes sont seuls, ça pédale moins. Tandis que quand les cyclistes, euh, en fait, ont été suivis ou applaudis, ou ils sont en présence d'autrui, ça pédale plus. Et il a avancé comme hypothèse que euh, la présence d'un tierce pouvait améliorer ou diminuer, par exemple, la performance. Donc, et il a mené sa recherche, on ne va pas en revenir, on avait discuté de ça au dernier cours. Donc, il avait réellement raison avec son hypothèse, le fait, il a validé son hypothèse que la présence d'autrui pouvait réellement euh, faciliter ou inhiber. D'accord? Et on avait vu comment c'était important cette recherche.
l'importance de cette recherche dans la progression de la pensée psychosociale. Bon, maintenant, pourquoi on peut également, ça dépend de notre point de vue, considérer Catherine comme, comme c'est-à-dire un précurseur ou comme l'un des fondateurs ou le père, j'aime pas trop la question de père, mais en tout cas comme l'un des initiateurs de la psychologie sociale moderne. Donc, ajouter l'adjectif moderne dans le contexte, on va dire, occidental, ça fait toute l'affaire. Bon, d'abord, on avance que Kurt Lewin, c'est vrai que Tripley et des gens qui viennent un peu avant Kurt Lewin ont quand même contribué dans le progrès de la psychologie sociale. Et on est d'accord là-dessus. Mais Kurt Lewin euh, va être cette personne qui a euh, qui arrive à élaborer une théorie systémique, une théorie systémique intégrée. C'est-à-dire, il arrive à construire pas seulement une expérience, mais il a élaboré une théorie avec des concepts, et sa théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie des champs chez Kurt Lewin. Et sa théorie a même inspiré d'autres penseurs après lui. Euh, et Kurt Lewin a construit tout un programme de recherche en psychologie sociale. Et ce programme de recherche, en fait, il a utilisé des théories, mais aussi sa théorie propre, personnelle qu'il a élaborée, mais aussi il arrive à construire un canevas de recherche expérimentale, rigoureuse, en contexte social réel. En d'autres mots, c'est-à-dire, quand vous dites que vous faites une recherche ou que vous avez mené une recherche, l'une des questions qu'on vous pose généralement, si quelqu'un d'autre aurait voulu mener cette même recherche, comment la personne ou cette personne devrait s'y prendre? Ça, c'est une question fondamentale parce que tu ne peux pas juste dire que tu as mené des recherches. Oui, c'est correct, mais il faut l'expliquer. C'est-à-dire, il faut une méthodologie. C'est-à-dire, il faut décrire étape par étape les démarches. Catherine a bien expliqué sa démarche d'explication et intégrée dans une théorie des champs qu'il a élaborée. Et si quelqu'un veut reproduire dans les mêmes conditions ses recherches, là, on y arrivera. Et puis, il a systématisé ses recherches. Ça, c'est important aussi. Mais une autre dimension importante euh, pour laquelle, en fait, qu'on a attribué à Kurt Lewin cette paternité, c'est aussi parce que la recherche, je l'avais dit au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, la psychologie sociale, c'est une discipline qui priorise la recherche. Et l'une des recherches priorisées par la psychologie sociale, c'est la recherche-action. Bon, je vais faire court. Je vais dire, je vais rapidement définir pour vous, ou pour ceux qui ne sont pas des initiés en psychologie ou en recherche, pardon. Je vais rapidement reprendre pour vous. On a deux types de recherche, deux grands types, vous voyez, de recherche. On a ce qu'on appelle la recherche fondamentale et la recherche appliquée, ou la recherche-action. Bon, ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Par exemple, un étudiant en troisième année, pardon, quatrième année, pardon, un étudiant en quatrième année à la faculté d'ethnologie, ou un étudiant en maîtrise en France ou au Canada ou en Russie, euh, qui décide de mener une recherche. D'accord? C'est une recherche fondamentale. La recherche, ça contribue, on va dire, à faire avancer la connaissance dans son domaine. D'accord? On fait avancer la recherche tout petit peu. D'accord? On fait avancer la recherche dans son domaine,
Donc, c'est-à-dire, on apporte une explication qu'on n'avait pas avant dans un domaine, on apporte une contribution. Je peux prendre l'exemple de mes études. Euh, je pourrais prendre l'exemple dans ma thèse, par exemple. En fait, j'ai essayé de construire, j'ai essayé de construire une explication qu'il n'y avait pas avant sur ce qu'on appelle l'engagement, par exemple. C'est-à-dire, l'explication que j'ai, c'est-à-dire ma façon de concevoir, de construire l'engagement, de penser l'engagement, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire, ce qui fait ma recherche originale, l'originalité de ma recherche. C'est-à-dire, j'essaie de montrer que l'engagement peut prendre différentes formes et tout dépend de la forme, tout dépend de la position idéologique de la personne qui pratique de l'art. Ça, ça dépend aussi de son origine sociale. On va avoir différents types d'engagement passant de ce qu'on appelle un rappeur conscient, un rappeur engagé et un rappeur militant. D'accord? Donc, qui est bien expliqué, en tout cas. Je dis ça comme ça, je pourrais prendre l'exemple de Frankie dans son travail de licence, par exemple. Lui, il a essayé de comprendre la conception des mannequins, par exemple, sur plusieurs sujets tels que l'homosexualité. Comment les mannequins se voient, d'accord, par rapport à l'homosexualité. Et contrairement à des idées préconçues sur les personnes qui pratiquent le mannequinat, donc, c'est tout faux, les idées préconçues. Il a déconstruit toutes ces idées pour montrer que, écoute, contrairement à ce que pensent les gens, que les personnes qui sont dans le mannequinat, hommes ou femmes, sont généralement des homosexuels. C'est pas du tout vrai. C'est une conception, c'est un stéréotype. Donc, c'est une conception, c'est-à-dire c'est une idée préconçue que les gens ont, mais la recherche a été menée sur près de 70 mannequins. D'accord. Il comprend bien quand on mène une recherche sur près de 70 et plus mannequins, en cas plus de 70 mannequins, euh, dans une population comme Haïti, c'est-à-dire où il n'y a pas 10 000 mannequins, d'accord? Juste pour vous dire que, c'est-à-dire, il a essayé de déconstruire en fait, ses préjugés par rapport à ses recherches et puis, donc, et l'identité des mannequins, comment la question du paraître comment les mannequins travaillent la question du paraître, c'est important pour eux. Et puis, comment aussi les mannequins, ils veulent s'affranchir de ce qu'on appelle des idées dominatrices, dominantes du mannequinat occidental par rapport à leur personne, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur positionnement social. Donc, c'est tout ce qu'on appelle une théorie décoloniale du mannequinat. Bon, j'arrête là. Mais juste pour vous dire que la recherche de Francky, c'est une recherche fondamentale. Ce qu'on peut appeler une recherche appliquée, par exemple. La recherche que j'ai faite dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'est une recherche fondamentale. C'est-à-dire, c'est une recherche qui fait avancer la connaissance de la science. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on appelle la recherche action, la recherche appliquée, par exemple, c'est une recherche qu'on mène dans un contexte pour pouvoir changer des choses. Et c'est là, le problème, le bas blesse. Tu sais, parfois, les gens comprennent rien. Ils disent, ah, mais écoute, vous étudiez tout le temps, écoute, rien n'a, en fait, vous ne changez rien. Mais écoute, la recherche, et toutes les recherches ne sont pas faites pour changer des choses. Il y a des recherches qu'on mène pour changer des choses. C'est ce qu'on appelle la recherche action, la recherche appliquée. C'est-à-dire, on va dire ça comme ça. On peut mener une recherche dans les prisons, par exemple, pour voir qu'est-ce qui motive les prisonniers à avoir des comportements violents. Et le but de cette recherche, c'est d'apporter des éléments de solution à résoudre le problème de violence dans les, euh, dans les prisons. Et on propose des choses. On dit, écoute,
vu que généralement, et en fait, on trouve que les gens qui sont, je dis n'importe quoi là, d'accord, plus violents sont des gens qui ont plus faim ou c'est des gens, leurs parents, écoute, ils ont moins de visites, par exemple, de la part de leurs parents, des êtres qu'ils aiment, ces gens ont tendance, ont une proportion à être plus violents, par exemple. Maintenant, on peut proposer des pistes de solutions. Un, deux, trois, quatre, voilà ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une recherche appliquée. Et on peut mener, par exemple, par rapport à la faim, on peut mener une recherche pour voir qu'est-ce que consomment les Haïtiens, par exemple. Qu'est-ce qu'ils consomment plus? Les Haïtiens, les Haïtiennes, qu'est-ce qu'ils consomment? Qu'est-ce qu'ils consomment plus? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour résoudre le problème de la faim en Haïti? Et tout ce qu'on va avoir, tout ce qu'on va avancer par rapport, écoute, ce qu'on devrait consommer moins de riz, par exemple. En fait, on consomme plus de vivres, par exemple, etc., etc. Je dis n'importe quoi là, donc vous comprenez bien que je suis en train de vous faire comprendre que, c'est-à-dire, les résultats de cette recherche-là devraient être quand même utiles à la transformation de la réalité. C'est résoudre le problème de la faim. Là, on est dans la réalité là. Mais maintenant, moi, je fais des recherches, généralement, je fais des recherches qui permettent l'avancement des connaissances. Ça ne veut pas dire que les recherches qui, c'est ce qu'il faut comprendre, ça ne veut pas dire une recherche qui aide à faire avancer la connaissance, ne peut pas aider à transformer la réalité sociale, c'est pas ce qu'on veut dire. Sauf que le but n'est pas le même dans les recherches, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il y a des recherches qui se concentrent sur la transformation de la réalité sociale, telles que les recherches de Kepler-Lewin. Et c'est en ce sens que Kepler-Lewin, il a dévancé les autres qui ont travaillé, on va dire, avant lui, dans le domaine de la psychologie sociale. De la psychologie sociale. Et puis, maintenant, on le considère comme un parrain de la psychologie sociale. Mais aussi, parce que Kepler a participé à ce qu'on appelle l'institutionnalisation de la discipline scientifique qu'est la psychologie sociale. Donc, il est important de faire ce cadrage, ce recadrage pour vous. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, je vais prendre juste un break d'une minute, 2 minutes, là. Ça fait 1 heure de temps pour boire un peu d'eau et puis on recommence.